Depuis que je suis ado, la période des règles est une période redoutée pour moi et ceux qui me connaissent. Mal au ventre, impossibilité de mettre un tampon, serviettes hygiéniques qui me font des allergies. Bref, une panoplie de mésaventures que connaissent la plupart des femmes. Et d'ailleurs, lorsque l'on sait que les règles surviennent 12 à 13 fois par an pendant près de 40 ans, il vaut mieux être au sec, préserver sa santé et se sentir belle. Quel ne fut pas mon bonheur de découvrir Elia Lingerie, seule marque de lingerie menstruelle bio à avoir la certification Origine France garantie. J'avoue avoir eu un coup de cœur pour la culotte Philomène en coton ultra doux comme tous les produits de la marque et pour le livret consacré aux premières règles, parfait pour les jeunes filles et leurs parents qui souhaitent discuter de ce grand bouleversement. En fonction de vos envies et de votre flux, il est certain que vous trouverez le produit qu'il vous faut chez Elia Lingerie ou que vous rendrez heureuse votre femme, amie, sœur en lui offrant une carte cadeau. Merci Elia Lingerie pour votre précieuse participation sur ce podcast et rendez-vous sur leur site dont le lien est dans les notes de l'épisode. Bonjour, je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour montrer que dans cette société qui voudrait que l'on privilégie la sécurité, la prise de risque est pourtant bénéfique à bien des niveaux. Pour le prouver, j'invite des hommes et des femmes qui ont pris des risques dans des circonstances variées, mais souvent hors du commun. Pensez d'ailleurs à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, c'est simplement de mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou encore ICO. Cette formidable application communautaire de podcast où vous pouvez découvrir et échanger entre passionnés de ce super média audio. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Simon Nogueira. Est-ce que ce que j'entreprends de faire est envisageable pour mes capacités ? Si je suis face à une façade, je vois tout de suite si je suis capable de la monter ou pas. J'ai pas besoin de commencer à la monter ou d'être dessus pour savoir que je vais arriver tout en haut. Je sais, si je l'entreprends, je sais que c'est accessible. Et c'est en ça que le risque est tout à fait relatif et propre à chacun. Simon a seulement 26 ans, tu es acrobate, gymnaste, grimpeur, cascadeur et champion de France de freerun. Une pratique qui consiste à faire des acrobaties dans des endroits où on oserait à peine marcher. Sur ton compte Instagram, on peut d'ailleurs t'apercevoir sauter au bord du vide, suspendu à l'extrémité d'une grue de chantier, ou encore bondir de toit en toit. Entre tes tournages comme celui pour le jeu Assassin's Creed, ta marque de vêtements ou ton association, tu es impressionnant et fais d'ailleurs partie des 50 personnalités de l'année par My Little Paris et Le Parisien. J'aimerais qu'on démarre avec cette phrase que j'ai lue de toi lors d'une précédente interview. Tu me dis si c'est vrai, parce que sur le web, on peut trouver parfois tout et n'importe quoi. Tu disais « Ma pratique me procure une sensation de liberté, mais aussi un profond ancrage dans l'instant présent. » Est-ce que tu peux me la commenter ? Oui, ça c'est vrai, ça ressemble à un truc que j'ai pu dire, oui. Et commenter cette phrase, à la fois, oui, une sensation de liberté physique parce que ça reste de la liberté physique, c'est le corps qui est libre de se mouvoir dans l'espace et tout, ça c'est chouette. Et après la liberté, l'ancrage dans le moment présent, c'est parce que à partir du moment où tu interagis avec ton corps, il vaut mieux être au même endroit que ton corps. Surtout si c'est risqué, surtout s'il y a une notion de danger. Et donc du coup, c'est un ancrage forcément dans ce qui se passe autour de moi, autour de mes perceptions des sens. Et voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent qu'est-ce que le freerun, en fait, le parcours, donc ton activité, quoi, ton métier aujourd'hui ? Ouais. Eh bien, le freerun, c'est une pratique sportive qui consiste à utiliser les mouvements et la gestuelle du corps dans tout décor confondu. Donc ça peut être la rue, ça peut être la forêt, c'est le décor. Et imaginer de la gestuelle du corps sur le décor, sans aucune autre restriction que celle de l'imagination. D'accord. Voilà, c'est très vaste comme définition. Très bien. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton enfance, connaître le petit Simon Nogueira et comprendre comment il est tombé dedans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça ? Et est-ce que t'avais des modèles, un mentor, soit dans ta famille ou soit à l'extérieur ? Enfin, comment tu t'es dit un jour, ok, je veux monter sur des toits et voilà, et être au-dessus du vide ? Et ça c'est venu de façon tout à fait progressive. De base, les toits, j'y étais pas plus sensible que ça.
Mais tout jeune, c'est mon père qui m'a sensibilisé à l'escalade. Lui, il était fan d'escalade et donc du coup, il m'emmenait beaucoup. Donc on grimpait ensemble sur des rochers, en falaise. À chaque fois, on partait un petit peu voyager pour trouver des voies pour grimper. Donc ça, j'ai toujours eu ça depuis mon papa, depuis tout petit. Et vers 13 ans, j'ai découvert des vidéos sur Internet qui illustraient des jeunes plus vieux que moi, plus âgés que moi, qui pratiquaient ça de façon tout à fait majestueuse, cette discipline-là dans l'espace qui mélangeait la grimpe et puis aussi le franchissement d'obstacles. Et moi, j'ai trouvé une stimulation énorme à voir ça et je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette. Et donc, j'ai découvert la pratique, le freerun, le nom, ce que ça impliquait, la philosophie, à partir de là, aux alentours de mes 13 ans. C'était des vidéos de gens connus qui font ça ou Absolument pas. Non, absolument pas. C'était le début de YouTube. Ouais. Il y avait 3 Pékins qui faisaient des vidéos d'acrobatie et je crois que je les ai toutes regardées. C'était impressionnant. Des acrobaties dans la rue ou du franchissement d'obstacles. Puis après, forcément, il y a eu Yamakasi, le film de Luc Besson. Des inspirations encore qui m'ont fait me dire il y a peut-être un truc à faire là-dedans. Enfin, j'ai arrêté tout pour travailler de ça. Donc, Et par quoi tu as commencé? Enfin, tu me disais, tu as commencé l'escalade du coup avec ton père, mais comment t'en es venu à monter sur les monuments? C'est très simple. Au tout début, quand j'avais 13 ans et que j'ai découvert le nom du sport, je me suis entraîné physiquement. Je ne suis pas monté sur des monuments, je ne suis pas monté sur des toits. Je me suis entraîné à essayer de faire en sorte que ce que j'imaginais pouvoir faire avec mon corps s'applique dans la vraie vie. Et en fait, c'est fascinant comme recherche, comme travail, mais c'est très frustrant parce que au début, on n'est pas capable de superposer dans la réalité ce qu'on imagine être capable de faire. On se voit très bien dans notre tête savoir exécuter telle ou telle chose, mais pourtant, le faire, c'est très compliqué. C'est comme si on n'arrivait pas à communiquer avec notre propre corps. Et moi, je me suis focalisé pendant 6 ans, 7 ans, avant même de vouloir monter quelque part, à l'idée de perfectionner ça et d'atteindre ce que je voulais faire de mon corps, mais dans la réalité, quoi. Et après, je suis monté sur les toits. Ok, on va en parler. Tu as énormément d'entraînement aujourd'hui avec toutes ces performances. J'ai regardé pas mal tes vidéos. À quel moment tu t'es dit je veux en faire un métier? Est-ce que c'est l'appel de ta communauté, puisque t'es suivi par près de 74 000 followers rien que sur Instagram? Est-ce que c'est justement cet engouement pour toi où tu t'es dit ok, il y a un truc à faire, j'y vais, ou pas du tout? En fait, c'est ton propre cheminement personnel. Pas du tout. Ouais, en effet, c'est mon propre cheminement personnel. Et les gens qui me suivent sont des gens qui découvrent ce que je partage, ce que moi je trouve sur ma route, qui est peut-être un peu atypique. Eh bien, j'essaye d'en ramener des souvenirs, de les partager, et je suis autant surpris que n'importe qui de constater que ça plaît aux gens, parce que c'est pas l'objectif. J'essaye pas de plaire aux gens, je fais juste des choses dans ma vie que je partage aux autres, mais je fais pas les choses que je fais dans ma vie pour les partager aux gens. Ok. C'est une nuance importante. Et je voudrais savoir en fait comment se crée le lien et où est le lien, alors que ce soit en ligne, mais également en fait hors ligne. Hors ligne, je partage pas spécialement, sauf dans des lieux dédiés à ça, dans des salles d'entraînement, salles d'escalade ou salles de sport. Là, je partage avec n'importe qui est autour de moi. Mais dans la rue, c'est devenu presque compliqué pour moi de faire des choses à la vue de tout le monde, de m'exhiber. Et finalement, j'ai trouvé un recul du moins sur les toits, qui me permet de pas être confronté à la vision des gens, et aux avis des gens, et moi-même être plus libéré du regard des autres d'une certaine façon. Mais donc voilà, et puis en ligne, j'interagis avec un maximum de gens qui me posent des questions intelligentes. Et voilà, que ce soit de l'ordre de la progression, s'ils veulent des conseils sur des mouvements, je réponds toujours. Voilà, c'est à partir du moment où c'est un échange intelligent, je réponds. Tes photos sont spectaculaires. Je me demandais, est-ce que tu as des formations? J'en suis arrivé à ce genre de rendu d'image par expérience, au fur et à mesure de prise de photos, de prise de vue. J'essaye depuis longtemps de trouver des cadres, des contextes, des décors dans lesquels je peux incruster le corps. Et c'est ça ma ligne éditoriale. Et puis depuis très longtemps. Et ce qui fait que sans le vouloir, je me suis orienté au gré de ce que j'ai jugé être beau. C'est très subjectif tout ça, hein, mais j'ai aucune formation spécifique. Okay. C'est juste à force de faire. À force de faire, ouais. T'as pas de stratégie pas du tout. Okay, rien n'est anticipé. Prise de vue, de niveau de retouche, Ok. Non, je n'ai pas. Quand tu as commencé à te montrer, tu as connu le succès, ça s'est enchaîné. Est-ce que, c'est un peu bateau comme question, mais est-ce que tu peux nous expliquer ton succès? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit qu'il se passait quelque chose, un événement
Moi, j'ai pas vraiment ressenti d'énormes vagues de succès, si ce n'est lors de promotion. On avait fait une vidéo promotionnelle pour un jeu vidéo qui s'appelle Assassin's Creed à l'époque pour Ubisoft avec un réalisateur américain. Et aujourd'hui, cette vidéo a fait plus de 60 millions de vues. C'est un truc de dingue. Et donc, du coup, ça a donné un élan de médiatisation. J'ai été après sur le plateau d'Ardisson, Salut les Terriens, des trucs comme ça. On m'a invité un peu partout pour parler de ce rapport au décor, de la pratique qui se cachait derrière la vidéo promotionnelle pour Ubisoft. Là. Ok. Donc en 2013, tu es devenu champion de France de freerun. Oui. Tu as créé ta marque de vêtements, ton association, tu as participé à des tournages, on vient d'en parler. Donc tu te réinventes en fait, tu te challenges en permanence. Est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui nous écoutent Pour sortir de sa zone de confort, après j'ai pas vraiment de conseils spécifiques, si ce n'est il faut essayer de faire un maximum tout ce qui nous effraie le plus. Ouais. Je pense. Après, il y a vraiment une distinction, je pense, dans la peur. Il y a la peur qui découle de quelque chose qui va mettre en péril la vie. Ça, c'est une forme de peur dans laquelle il vaut mieux pas faire des choses précipitamment en dehors de notre peur, c'est-à-dire en forçant la peur. Mais par contre, il y a tout un autre domaine de la peur qui est de l'ordre de la peur sociale, la peur de prise en parole en public, des peurs qui ne mettent en péril nullement la vie. C'est cela qu'il faut déceler. C'est ces peurs-là, et c'est celles-là qu'il faut franchir sans aucune crainte. Donc on va parler maintenant du risque. J'aimerais comprendre, en fait, puisque c'est le sujet de notre podcast, quel est ton risque et où se loge-t-il ? Est-ce qu'il est purement, en fait, physique ou est-ce qu'il est également psychologique ? J'ai l'impression qu'il y a une philosophie de vie qui se dégage, en fait, de ta pratique. Oui. Enfin, est-ce que tu peux m'en parler ? Eh bien oui, pour reprendre l'idée de la philosophie de vie, c'est large. Comment te dire ? Oui, à la fois il y a un impact physique dans la pratique, mais aussi intellectuel, dans le sens où, enfin, du moins psychologique, c'est physiquement, il faut que ton corps soit capable de faire des choses que tu veux qu'il fasse, mais intellectuellement, même si tu les as pas fait pendant longtemps, ces mouvements, ces choses, il faut que tu arrives, d'une certaine façon, dans la maîtrise, dans l'idée de maîtriser ce qu'on fait, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle configuration, à être capable de refaire. C'est-à-dire, c'est une certaine forme de confiance en soi, et ça, c'est là où, à mon avis, ça a un rôle psychologique. C'est au-delà de savoir le faire avec le corps, au-delà que la mémoire du corps se souvient comment le faire, il faut savoir le faire psychologiquement. On est toujours constamment confronté à la crainte de ne pas réussir ce qu'on entreprend, même moi aujourd'hui, dans ce que j'essaye de faire. Il faut constamment être dans la confiance en soi, dans la confiance de ses capacités, même à des moments... Moi, je ne suis pas capable de faire tout ce que j'ai fait avant. Il y a plein de trucs que je ne suis plus capable de faire aujourd'hui. Ah oui. Voilà. Maintenant, pourquoi ? Parce que tu as des barrières qui sont... Ça peut être des barrières, ça peut être physiquement, je le sens, je suis fatigué ou des trucs qui... Et puis quand je suis fatigué, c'est juste ma tête qui me dit que mon corps semble être fatigué. Du coup, je ne vais pas entreprendre de faire quelque chose de très violent pour lui maintenant. Mais pourtant, je l'ai déjà fait et je sais que c'est ancré à l'intérieur. Si je m'échauffe, je peux le refaire. L'idée, c'est juste que voilà, c'est une relation entre la capacité du corps et ce qu'on peut imaginer dans sa tête, quoi. Ok. Tu as escaladé pour la première fois le toit de Notre-Dame en 2018. Comment tu sélectionnes les lieux ? Est-ce que ce que j'entreprends de faire est envisageable pour mes capacités ? Si je suis face à une façade, je vois tout de suite si je suis capable de la monter ou pas. J'ai pas besoin de commencer à la monter ou d'être dessus pour savoir que je vais arriver tout en haut. Je sais, si je l'entreprends, je sais que c'est accessible. Et c'est en ça que le risque est tout à fait relatif et propre à chacun. C'est parce que c'est mes compétences, mon vécu, les choses que j'ai déjà faites qui me font me dire, je sais, je peux entreprendre ça. D'accord. Et si ça me paraît trop risqué au moment où je suis en bas, eh ben je n'entreprends pas de monter. Ok. Je choisis un autre bâtiment. Ça marche. J'aimerais plonger dans ton quotidien. Quelle est ta préparation physique ? C'est quoi en fait ta journée type ? Est-ce que tu as des heures fixes d'entraînement ? Est-ce que tu t'entraînes tous les jours ? Je m'entraîne pas tous les jours parce que je travaille sur beaucoup de projets et j'ai pas forcément le temps de m'entraîner, mais bon. Les projets sur lesquels je travaille nécessitent aussi pas mal de mouvements. Donc je peux, si je suis sur des tournages, des choses, pas de l'entraînement pour moi, je fais que des choses que j'ai acquises, que je sais très bien faire. Je prends pas de risques forcément. Je fais que des choses que je sais faire. Et l'entraînement prend une plus petite part de temps dans mon emploi du temps parce qu'aujourd'hui je travaille de ça et du coup il faut essayer de trouver
un juste équilibre entre le surentraînement, enfin l'idée de trop faire, et puis aussi des fois de savoir se reposer entre les projets et d'aller s'entraîner. Donc mon entraînement aujourd'hui, ça ressemble plus à un minimum d'une fois par semaine, c'est une journée par semaine. Et comment tu pénètres dans les lieux justement? Tu soit suis les gens et voilà. tu les vois faire les codes et donc ça peut être un chemin, exactement. Tu regardes les gens faire les codes, tu reproduis. Après, tu rentres. Souvent, il y a des accès par les fenêtres du dernier étage. C'est des fois compliqué, c'est des fois complexe, c'est des fois assez accessible. Ça, c'est un chemin. Et après, il y a plein d'autres. Il y a des échafaudages. On peut monter directement sur les échafaudages. Des fois, les façades permettent aussi de monter directement sur elles. Voilà, l'idée, c'est juste d'arpenter librement un maximum la ville et d'aller chercher des points de vue, des choses qui me parlent, des décors dans lesquels j'aime bien incruster mon corps et faire des photos comme ça. Ok, donc t'as forcément eu des mésaventures, j'imagine, avec les forces de l'ordre ou autres. Tu t'es fait choper sur des endroits où t'avais pas du tout le droit d'y être. Oui, complètement. Mais je sais pas si je peux appeler ça des mésaventures. C'est tout à fait légitime. J'ai rien eu foutre en vrai, normalement. Est-ce que t'as une anecdote à nous raconter par rapport à ça, ou... Beaucoup, hein, les interactions. Alors que soit la police, ça se passe très très bien, c'est très rare. J'ai dû aller au poste 3-4 fois au maximum sur un nombre d'interpellations qui doit dépasser la vingtaine, quoi. Donc il y a un bon ratio de perte de temps dans ça, c'est cool. Sinon... Et qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis, certains connaissent par les influences des différents jeux vidéo peut-être, ou d'autres pratiques ou films comme ça, ils connaissent la pratique. Donc c'est très facile. Et puis ils ont une procédure, ils nous fouillent. Si on n'a pas de drogue sur nous, si on n'a pas de peinture pour écrire sur les murs, on fait rien de mal. Donc voilà. Ça, c'est assez chouette quand même. On est assez libre de ce niveau, à ce point de vue-là. Ok. Je sais que t'appelles pas ça un risque, mais ça en est un. Qu'est-ce que t'aimes qu'est-ce qui te plaît, en fait, dans ce que tu fais, dans le risque que tu prends? Moi, je vois pas j'imagine pas que c'est du risque. J'imagine juste que c'est à l'image de la vie, une certaine... à partir du moment où on a conscience de la mort, d'une certaine façon, je crois qu'on vit vraiment à ce moment-là. Sinon, on vit pas, on virevolte avec les sensations, les émotions des autres. Mais je veux dire, vivre de l'intérieur, c'est vraiment des fois avoir la conscience de la mort, de l'idée que ça s'arrête, de l'idée de la chance qu'on a de pouvoir être en vie, de pouvoir faire des choses. Et tu dirais que ça travaille ta propre connaissance de toi-même, que tu découvres des choses. Bien sûr, évidemment. Est-ce que donc tu te retrouves presque sur chaque photo dans des positions incroyables, donc 30 mètres au-dessus du sol, en équilibre sur une main. Est-ce que tu as déjà eu des accidents J'ai eu des... Non, jamais. Tu t'es jamais rien cassé? Si, ça, je me suis cassé des choses dans ma période d'entraînement, quand j'étais jeune, entre 13 ans et 16 ans. C'est-à-dire pile poil au moment où j'essayais d'utiliser un outil exceptionnel, mon corps, mais où mon corps ne répondait pas du tout présent physiquement, présent réellement en termes de technique, j'avais rien du tout. Donc il a fallu que je passe au-delà à plusieurs reprises, et des fois trop loin, au-delà de ma barrière des capacités. Et la barrière des capacités avec le corps, elle est très simple, tu t'en rends compte à la douleur. Si tu te fais mal, tu vas trop loin. Et donc si tu te casses un truc, t'as été beaucoup trop loin. Voilà, c'était pendant ce moment où j'apprivoisais mon corps, et où là, je dépassais les limites à plusieurs reprises. Comment tu vis, on en parlait tout à l'heure, mais comment tu vis le fait que tu peux mourir chaque jour? Est-ce que t'as peur? Est-ce que t'as eu peur? Comment tu gères tes peurs? Les accepter, des fois pas trop passer de temps à... Il faut rationaliser les choses, les peurs, des fois c'est extrêmement utile, on est bien d'accord, il y a cette idée de peur où le corps est physiquement en danger, ça il vaut mieux l'écouter, mais tout le reste des peurs, il faut passer au travers, quoi. C'est-à-dire que c'est... Moi j'accepte la peur, et surtout c'est des peurs qui te font passer énormément de temps à réfléchir, à cogiter au sujet de quelque chose qui est potentiellement n'arrivera pas, ou potentiellement ne t'arrivera, ou quand ça t'arrivera un court moment, un très court moment. Et pourtant tu passes tu passes plein de moments présents à avoir peur d'un truc qui va t'arriver un petit peu plus tard là-bas. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Un rendez-vous important, quelque chose. Ça c'est le stress, c'est ces émotions-là. Je parle de celle-là quand je dis qu'il faut outrepasser ça. Il faut essayer de trouver un espèce de... Moi, j'ai trouvé le refuge dans le présent, simplement dans l'idée que demain n'existe pas et qu'il n'y a que maintenant qui existe, et que de demain, on en a entendu parler depuis toujours, mais qu'on n'en a jamais vécu un seul. Okay. Ils sont toujours plus tard. Les choses, c'est maintenant, tout ce qui se passe là, on peut prendre une respiration et se dégager de ces craintes inutiles. Ok.
Mais est-ce que tu as des conseils à donner pour gérer ces peurs? Gérer ses peurs, Des exercices ou des non, des je ne saurais trucs, pas dire. des C'est astuces, non. rationaliser la peur. Mm. Est-ce que je risque quelque chose physiquement ou pas? Si oui, il faut peut-être essayer de voir à se faire aider. Si jamais on risque quelque chose physiquement et que si jamais on veut entreprendre quand même, il faut essayer de pas être tout seul, pas faire un truc. Mais si la peur qu'on ressent, elle ne met pas en péril sa propre vie, c'est pas une peur qui est légitime. On peut tout de suite l'enlever. Elle n'a pas d'intérêt. On peut passer au travers, on peut l'enlever. On se concentre sur ce qu'on veut. Moi, c'est le présent. Voilà. Mon conseil, ce serait ça, l'idée D'accord. de vraiment réfléchir juste à l'idée du présent et de se dire est-ce que j'ai vraiment envie de passer les secondes que je vis maintenant de façon tout à fait pépère, tout va bien. Est-ce que j'ai envie de passer ces secondes-là à stresser sur un truc, à stresser ou à avoir peur de quelque chose? Je n'ai pas envie de ça. On n'a pas envie d'avoir peur toute notre vie. Enfin. Et c'est pas ça la vie, je pense. La vie, c'est des fois de savoir pas écouter consciemment, constamment ces petites voix intérieures, ces pensées, les trucs qui vont à gauche, à droite. Mais c'est des fois se recentrer et accepter les choses, je trouve. Voilà. Ok. Et comment réagit ton entourage, tes parents, ta copine, si t'en as une, ton copain, si t'en as un? J'imagine qu'ils ont un peu peur pour toi, pour le coup. Oui, en effet, mes parents, ouais. Mes parents, mon père, ça va, parce que, je sais pas, c'est une vision un peu paternelle, mais ça va quand même, il est pas très effrayé. Il connaît un peu lui-même, étant passionné par l'escalade depuis très jeune. Du coup, il connaît ce principe, cette ambition de faire des choses avec son corps aussi, d'une certaine façon. Donc, il comprend bien ce que je fais. Ma mère comprend aussi bien. Elle a beaucoup, mais elle a beaucoup souffert, je pense, hein, de tout ça, de toutes ces images, des vidéos. Je sais qu'elle me disait qu'elle faisait des cauchemars. J'ai eu des discussions où vraiment ça partait en mode qu'est-ce qu'on va dire à ton petit frère quand tu seras plus là? Et donc, on a eu pas mal de discussions avec ma mère parce que ça l'inquiétait beaucoup. Mais aujourd'hui, on en est dans un point de vue ensemble qui est très bien. J'apprécie beaucoup. Ma mère a réussi à passer outre ses frayeurs parce qu'elle ne veut pas m'impliquer ou m'infliger ces peurs qui n'ont pas de raison d'être calquées sur moi, en fait. D'accord. Elle a les siennes, elles sont tout à fait légitimes. Je ne l'expose pas volontairement à des images trop... en fait, je ne lui montre rien. Ouais, voilà. Elle voit ce qu'elle voit. Mais par contre, on discute ensemble beaucoup. Et elle comprend cette idée de gestion de la peur, du risque, du danger. Et elle voit bien que je ne suis pas du tout absurde et trop... impulsif. Elle sait très bien que tout est anticipé, réfléchi et tout est maîtrisé. Est-ce que tu lis? Est-ce que la littérature te nourrit ou l'art ou À en fond. quoi donc, tu trouves l'inspiration en fait? Dans quoi? Quelles sont tes sources d'inspiration? Littérature, musique, les gens, tout ce que je côtoie, tout ce que j'entends. J'aime beaucoup le rap que je comprends, le rap français, et c'est pour moi un vecteur de propos, de choses à dire. Alors j'aime pas tous les rappeurs, surtout pas ceux qui sont très commerciaux, parce que le message est souvent pas très pertinent, mais certains rappeurs arrivent à détourner les mots, utiliser les mots, comme certains poètes, d'une certaine façon un peu à la Baudelaire, et j'apprécie beaucoup. C'est des inspirations en tout cas dans les textes, dans le français. J'adore le français, c'est une langue qui me parle beaucoup. Et voilà, au-delà de ça, j'ai aussi des corps qui me parlent, c'est-à-dire des gens qui manient leur corps de certaines façons, de façon très personnelle. Et je suis admiratif et je suis inspiré de tout. Est-ce que tu as découvert des choses d'en haut dont toi seul as le secret, enfin des anecdotes et puis quelle différence tu fais entre Paris et les toits d'autres villes que tu as pu arpenter? Enfin, est-ce qu'il y a des énergies différentes dans les villes? Enfin, comment tu... Paris, j'ai l'impression que c'est un puits sans fond à inspiration et je peux passer énormément de temps, même je passe encore du temps à partir de chez moi, à aller aléatoirement dans les rues, à découvrir des choses, même si je monte par un nouvel accès sur un des toits que j'ai déjà fait préalablement. Et je redécouvre mes traces de semelles, je sais très bien que je suis passé par là, je redécouvre les points de vue, mais je les vois d'une autre façon. Et j'ai l'impression, c'est vraiment une des seules villes où j'ai une facilité à la création de contenu photographique, où j'ai une inspiration énorme, c'est Paris. De par la richesse du lieu, de l'histoire, des lieux, des différents patrimoines historiques qu'il peut y avoir, il y a énormément de choses qui me sont très chères à Paris et que voilà, je trouve moins facilement. Et j'ai une espèce de confiance ici, je me sens très bien, je visualise Paris de façon très, très logique.
je vois très bien les gens fonctionnent on voit les rues, on voit où est le nord, le sud, mais au-delà de ça, j'ai l'impression d'avoir une vision de Paris qui est plus en largeur qu'en horizontal avec des carcans, tu vois ce que je veux dire? Et je vois tout à fait à quoi ressemble le toit qui est à côté de moi quand je marche dans une rue, et c'est une espèce d'impression d'accessibilité, de liberté, comme si tout Paris était accessible. Et ça me rassure. Tandis que quand j'arrive dans une autre ville dans laquelle j'ai passé moins de temps, même si elle est très belle, même si elle est très grande, j'ai moins cette confiance de m'émanciper du sol ou de partir. Tandis qu'ici, j'ai l'impression que tout est ouvert, tout est libre, tout est accessible. T'as pu faire quelle ville, par exemple? Enfin, t'as pu reprendre. J'ai été très loin, j'étais jusqu'en Chine. Oui. J'ai voyagé pas mal. Et j'ai juste pas fait les États-Unis. Mais Guadeloupe, des petits trucs pas loin. Mais voilà, j'ai fait pas mal de villes. Et j'apprécie beaucoup tous les décors, les différentes architectures. Tout est inspirant. Mais Paris, j'en suis amoureux pour ça, ce que je viens d'expliquer, cette idée d'accessibilité, de liberté énorme que je peux ressentir ici. Ok. Est-ce que tu as découvert des choses sur les toits? Bah oui, moult. Est-ce que tu vois des choses que tu peux nous raconter, justement? Ben, moi, j'aime bien... En fait, il y a des excentricités de décors sur les toits. Moi, c'est ce qui me plaît d'aller découvrir. Quand tout est redondant et que le toit est très que la forme reste toujours identique, c'est un peu plus ennuyant. C'est un peu plus ennuyant. Mais quand il y a une espèce de curiosité architecturale, un bulbe, comme on appelle ça, des coupoles, des étonnants agencements de zinc et de matériaux, c'est exceptionnel. Je trouve ça fascinant. D'ailleurs, c'est très inspirant et c'est ça que j'essaye de trouver dans Paris pour les mettre dans un cadre. Ok. Très bien. Et tu rentres dans l'intimité des gens, en fait. Enfin, est-ce que tu as vu des scènes de vie, des scènes du quotidien Oui, mais alors après, je suis pas. Étant donné que je suis vraiment focalisé sur tout à fait autre chose, si je tombe sur des scènes de vie, c'est en balayant le décor du regard. Oui. Et ça va, en fait. Et c'est pas non plus. Voilà, je suis pas là pour faire le voyeur ou pour rester sur les toits, observer les gens. Donc du coup, et même en termes de retour des gens, il m'arrive d'être confronté à des gens qui me voient, eux, que moi j'avais pas vu. Et du coup, vis-à-vis de ça, c'est vrai que tout le monde réagit de façon très personnelle, mais il m'est arrivé d'aller boire des cafés chez des gens qui m'invitent volontairement à discuter. Puis il m'arrive d'être confronté à des gens qui ne veulent pas voir qui que ce soit dans l'enceinte d'un périmètre de 5 km autour d'eux. Enfin, c'est un délire. Donc voilà, chacun réagit comme il veut, mais c'est à la fois bien accepté, les gens n'ont pas peur, puis certaines personnes peuvent aussi avoir très peur de la présence de quelqu'un sur leur toit, c'est évident. Et bon voilà, je suis là pour faire chier personne, donc si on me dit quelque chose, je m'en vais. Si je ne contredis pas ou j'essaye pas d'insister avec de l'arrogance ou quoi que ce soit. C'est moi qui ai rien à foutre là, en effet. Ok. Et t'as une association aujourd'hui, il y a une association où vous donnez des cours, enfin, c'est ça. On a monté une association qui s'appelle la French Free Run Family. Ouais. Donc ça regroupe des talents, des gens qui ont beaucoup de talent dans cette pratique, dans le free run. On est 5 athlètes, on est 2 cadreurs, vidéastes, on a une graphiste, on a 2 coachs et on a un ostéopathe. Et on est une petite équipe de démocratisation de la pratique. On essaye d'instaurer une base de relations professionnelles dans cette filière, dans ce truc un peu nouveau de se dire ah oui, on peut vraiment travailler avec son sport. On crée ça, voilà, tout ce qui est envisageable de faire au travers du mouvement, monter des écoles, monter des salles, voilà, on va le faire. Tout ce qui est dans la prestation, comme les tournages, les choses, on va les facturer. Voilà, c'est monter vraiment une structure au travers duquel des gens passionnés et surtout des amis. On s'appelle la French Free Run Family. Du coup, c'est même au-delà de l'amitié, on est vraiment un groupe assez soudé dans l'ensemble, et l'idée étant d'avancer ensemble et de professionnaliser notre kiff commun. Ok, très bien. Et tu as une marque également, en fait, c'est des vêtements qui permettent justement dis-moi. Ouais. Moi, j'ai été à une certaine époque, en effet, fasciné par ça. C'était ma grand-mère qui m'avait donné des cours de couture, et puis j'avais fabriqué des petits accessoires, des sacs assez pratiques qui collaient au dos et qui permettaient d'être ergonomiques, tu vois, de pas gêner pendant les sauts ou les choses. Et c'est vrai que j'avais fabriqué ça pour moi. Puis dans cette dynamique où je partageais des images de moi, des gens ont vu ces sacs, pseudo petits sacs un peu étonnants. Et ils m'ont demandé comment on peut se procurer ça.
Donc, un peu dans cette veine d'entreprendre et de ne pas avoir peur de l'inconnu. Je ne connaissais rien à ça, mais j'ai été à Sentier. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces vêtements, en fait? C'est rien de spécial. J'avais fait des pantalons, j'avais fait des t-shirts, j'ai fait des sacs, mais c'est plus... Très confortable. Voilà, l'idée de la marque que moi, je pense pas que c'est vraiment une marque. Parce que je colle pas un logo sur des fringues, je mets plutôt de la forme dans le vêtement. Et j'adore l'idée de l'amplitude du vêtement, pour X et Y raisons, mais du coup c'est ça, c'est de la forme de vêtement, en fait c'est du design de vêtements. C'est pas tant une marque où j'achète n'importe quel truc qui existe déjà, que je fais importer. C'est vraiment essayer de créer des formes de vêtements, des trucs assez atypiques, étonnants, ça me fascine déjà un peu plus. Mais ça j'ai mis en stand-by parce qu'aujourd'hui je me focalise beaucoup plus sur la structure associative avec le groupe, la French Free Run Family, au travers duquel on crée aussi des vêtements qu'on commercialise en ligne. Et donc du coup je suis beaucoup plus investi en groupe actuellement par manque de temps que pour mes projets personnels dans le textile. Maintenant, une question que je pose à tous, qui sera ma dernière, c'est quoi ta définition du risque et quels sont les risques nécessaires pour vivre pleinement? Ma définition du risque, elle est relative à chaque personne. Comme tu me disais, ouais. Voilà, ça veut dire que tout le monde en a une propre et qui dépend de son vécu, de ses expériences et de ses capacités. C'est de prendre les risques. Il faut absolument sortir en dehors. Parce que si tu sors pas en dehors, tu restes dans ce que tu sais faire. Ça peut être nécrosant, je pense. Pour l'intellect, pour le corps, pour tout. Je crois que l'idée de vivre et pleinement, c'est l'idée d'accepter d'avoir peur, de la définir et de passer outre, si c'est accessible, si c'est possible. Vous venez d'écouter l'Aléa. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram, Lo from Paris, ou encore le compte lalea.podcast. À bientôt.